2008. Limite et légitimité. Enzo, dans son lit, ne dormait pas. Les paroles de Jean, son père, résonnaient encore et encore, imprimées dans son cerveau. Il s'inquiétait de l'environnement, c'était légitime, ses copains aussi. Il ne comprenait pas les adultes. Suivant le même journal d'information, eux s'intéressaient aux affaires politiques ou financières, auxquelles lui ne comprenait rien. Mais lorsque les journalistes évoquaient le réchauffement, la disparition d'espèces animales ou végétales, ses parents reprenaient leur discussion, comme si ces balivernes n'intervenaient pas sur leur mode de vie. Son père, impitoyable, lui avait parlé de vivre avec une peau de bête sur le dos, dans une cabane au fond des bois, à pêcher ou chasser sa nourriture. L'idée n'était pas pour lui déplaire. Une vie de Robinson le fascinait, mais l'angoissait aussi. Il était trop jeune pour se débrouiller seul, pas encore. Et puis il y avait l'école. Et sa partie sur l'ordi qu'il devait absolument terminer pour battre son copain Jérémy. Il ne s'en sentait pas prêt. C'était prématuré. Mais bientôt il montrerait à ses parents qu'on pouvait vivre différemment. Il leur prouverait. Bientôt. Il se fit cette promesse, cette nuit-là. Les années se suivaient. Plutôt bon élève, les sciences de la nature, la physique, la chimie, la géographie, les maths, les travaux pratiques, de multiples matières le passionnaient. En français, il excellait. Il avait compris la puissance des mots pour défendre ses idées. Le regard des autres sur lui-même lui devint égal. Il n'aspirait plus au style fashion pour rester intégré à son groupe d'amis. À sa surprise, la scission ne se produisit pas non plus. Il eut soudain la preuve que ses camarades étaient plus attachés à sa personnalité qu'à ses tenues vestimentaires. À l'âge où l'on se pose beaucoup de questions, il en fut rasséréné. Les filles non plus ne le dédaignaient pas. Il avait l'avantage sur ses jeunes camarades de prêter toujours un profond respect aux personnes, et les filles appréciaient son côté secourable et attentif quand elles se confiaient. Malgré ses vieux jeans et ses pulls élimés, son côté rebelle le désignait coqueluche de ces demoiselles. Au sein de son noyau d'amis proches, l'environnement s'avérait le sujet de prédilection, au même titre que les conquêtes féminines. Il développait le thème des heures durant, avant d'aller danser. Pas le plus virulent, Enzo possédait une sagesse à comprendre les mécanismes, à anticiper les schémas d'action et à réfléchir aux conséquences. Il tempérait Jérémy et Lucas, plus extrémistes, qui prévoyaient des actions offensives contre les laboratoires développant les pesticides, testant les médicaments sur les animaux, les exploitations agricoles et leurs élevages industriels, les centrales nucléaires. Il argumentait qu'ils devaient communiquer, rallier à leur cause le maximum de personnes, sans se mettre à dos les citoyens par des actes irréfléchis et violents. Le sabotage et le vandalisme s'apparentent toujours à une forme de terrorisme, et de ce fait effraie davantage qu'il ne rassemble. Une fois, pourtant, il manqua à cette réserve. 2012, année de ses 16 ans. Il était tombé amoureux d'Amélie rencontrée à l'école. Ensemble, ils échangeaient sur l'écologie. Comme elle habitait à proximité du lycée, il passait beaucoup de temps chez elle. Enzo appréciait ses parents, toujours accueillants et disponibles pour discuter de leur cause. Amélie s'étonnait parfois qu'Enzo ne l'invite pas, en retour. Mais Enzo, jeune garçon très séduisant, était comme ça, un peu secret, ce qui lui conférait encore plus de charme. De ses yeux clairs émanait honnêteté et franchise. Ses cheveux blonds coupés courts lui dessinaient un visage doux, encore juvénile, au menton volontaire, à la physionomie décidée. De taille moyenne, il se fondait dans le groupe. Mais discret, il savait s'imposer quand ses convictions le lui dictaient. Il n'osait pas avouer à Amélie son milieu social, la luxueuse villa de ses parents, leur train de vie et leurs habitudes. Il n'assumait pas. Alors il se répandait en excuses de toutes sortes et retardait le moment où il n'aurait plus d'alternative. Un matin, il arriva essoufflé, juste pour le début du cours de français. Amélie l'attendait, impatiente. Il s'en étonna, mais elle n'eut pas le temps de lui expliquer les raisons de son excitation. Le professeur commençait la leçon. À la pause, après 2 heures d'études interminables, ils se retrouvèrent enfin. S'isolant de leurs camarades pour parler tranquillement,
Amélie, les yeux brillants, ne retenait plus son enthousiasme. « Ils ont accepté !» commença-t-elle. « Qui, ils, et accepté quoi ?»« Mes parents, ils acceptent de m'emmener avec eux. Vendredi soir, toute une équipe de volontaires va faucher des plants de maïs OGM. »« Non !» s'exclama Enzo incrédule. « Tu vas pouvoir y participer. Quelle chance tu as! C'est tellement scandaleux de la part des autorités de laisser faire. Pour privilégier un agriculteur véreux, on va contaminer tous les autres. On n'a pas le droit de laisser faire. Oh, si j'osais... T'y viendrais ? Ah oui, sûr. Si je pouvais, je viendrais avec toi. Eh ben alors, viens. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Je peux pas. Mes parents ne me laisseront jamais faire. Ils sont beaucoup moins cool que les tiens. Ils s'en fichent de manger des OGM et de voir leurs organes se modifier, insista Amélie. C'est tellement loin de leurs préoccupations, si tu savais, répondit Enzo tristement en baissant la tête. Amélie se méprit sur le sens de sa réplique et imagina une famille aux moyens très réduits, ce qui expliquait en plus les tenues vestimentaires un peu désuètes de son bel Enzo. Elle osa quand même, timidement, en lui prenant la main. « Et si tu venais dormir à la maison, il n'en saurait rien ?» Enzo la dévisagea un instant. Comment résister à sa petite mine enjôleuse ? Petite et blondinette, Amélie possédait de grands yeux bruns et de longs cils noirs qui donnaient à son regard le velouté de celui d'une biche. Inconsciemment, tout à l'attente de sa réponse, elle le dévorait de son regard brûlant. Il ne résista pas longtemps. « Tu avais vraiment besoin d'une bonne raison pour me faire une proposition pareille, toi ?» lui chuchota-t-il en l'embrassant tendrement. Amélie rougit, mais s'en défendit. « Je pense que nous n'aurons pas beaucoup de temps à nous, mais ça veut dire oui ?» « Je pense que ça doit pouvoir se faire. Reste à savoir comment j'amène ça à mes vieux. » Ne se confiant plus guère à ses parents, Enzo ne leur avait jamais parlé d'Amélie. Il savait qu'en l'évoquant, il allait avoir droit au chapitre, qui elle était, et où elle vivait, et que faisaient ses parents. Autant de questions auxquelles il n'avait aucune envie de répondre. C'était son jardin secret. Il hésita à leur raconter simplement qu'il dormirait chez Jérémie. Mais sa nature détestait le mensonge. Il préféra habiller la vérité et affronter leur réaction. Le soir au dîner, il annonça tout simplement « J'ai une amie dans la classe, Amélie. On a plusieurs fois fait des travaux de classe ensemble, et pour faciliter celui qu'on doit rendre cette fois, elle m'a proposé de rester dormir chez ses parents vendredi soir, vu qu'ils habitent près du lycée. »« Ah bon ?» s'étonna Jean. « On n'a jamais entendu parler de cette fille, et toi tu décides. »« Et pourquoi pas ?» le coupa Agathe en lui décochant un léger coup de pied sous la table. « C'est vraiment, tu acceptes ?» dit Enzo en relevant la tête plein d'espoir. « Ben oui, tu es grand maintenant, on peut te faire confiance quand même, je pense. Tu laisseras ton portable branché, c'est tout. » Jean prit un air résigné et ne dit plus rien. Plus tard, seul avec Agathe, il revint sur le sujet. « Je te trouve trop indulgente avec lui. La plupart du temps, il nous ignore ou nous fait des reproches, et quand il nous demande une faveur, tu obtempères, sans hésitation. » Justement, je trouve qu'on se doit de restaurer une certaine complicité entre nous, et ce n'est pas en restant campé sur des positions différentes qu'on pourra évoluer. Je trouve le climat de cette maison détestable. J'aimerais qu'on retrouve l'harmonie d'autrefois, tous les quatre. Je crois que tu te berces d'illusions, ma chérie. Ton fils a un tel ressenti contre nous que je ne l'imagine pas changer, à moins que tu ne décides d'abonder dans son sens, mais là, ce sera sans moi. Non mais ça va pas de dire des choses pareilles, Jean. Ton fils est en crise d'adolescence. Il est extrémiste dans sa quête, mais ça lui passera. C'était quoi, toi, déjà, à son âge ? Ah oui, tu n'avais qu'une idée en tête, rentrer dans les ordres. Tu allais complètement à contresens à cette époque. Tes parents, désespérés, t'avaient même enfermé pour que tu n'ailles pas manifester avec le Front National. Tu étais limite intégriste. Non, tu étais intégriste. Et tu as changé, je ne sais pas grâce à quoi. Mais c'est sûr que je n'aurais pas succombé à ton charme si je t'avais connu à l'époque. Bah, toi, je te raconterai plus rien, fit Jean boudeur. Et puis, cette jeune fille est peut-être celle qui va le faire évoluer, qui sait. Très excitée le vendredi soir, Enzo accompagna Amélie chez elle. Dans la maison, une certaine frénésie montait. Même les parents, Julien et Camille, qui n'en étaient pas à leur première action, s'exaltaient.
Au cours du repas, Camille interrogea Enzo. « Et tes parents n'ont vu aucune objection à te laisser venir avec nous ?» Enzo s'empourpra, balbutia, essayant d'être crédible. Au début, ils étaient inquiets, mais comme ils savent qu'on sera encadré par des adultes, ils ont accepté. C'est une cause qui les concerne aussi. C'est vrai, ça fait plaisir de le savoir. On devrait les inviter et discuter de tout cela prochainement. Qu'en penses-tu, Julien ? C'est sûr. Plus on sera à défendre une agriculture propre, plus on aura de chances d'être entendu. Enzo baissa les yeux et ne rajouta rien. Il s'en voulait de mentir, mais c'était pour la bonne cause, se disait-il. Amélie lui envoya un sourire encourageant. Tout le monde se coucha de bonne heure, les réveils programmés sur 1h30. Après les 3/4 d'heure de route, le rassemblement prévu pour 2h30, le groupe s'accordait environ 2 heures pour détruire le maximum de plans. Enzo, allongé, réfléchissait quand il sentit la porte de sa chambre s'entr'ouvrir. Amélie se faufila et chuchota. « Enzo, tu dors ? » ?»« Non, je suis trop impatient pour ça. »« Moi aussi, je peux venir près de toi ?» Enzo, pour toute réponse, ouvrit son lit, et la jeune fille se glissa frileusement près de lui. Enzo passa son bras autour de ses épaules. « Ça va comme ça ?» Amélie acquiesça. Ils chuchotèrent un moment d'avenir, de comment ils allaient changer le monde. Puis, à sentir la chaleur de sa compagne si proche, Enzo ne lutta pas longtemps. Il l'embrassa longuement, puis ils laissèrent leur corps se découvrir, s'apprivoiser et les conduire dans une vague de plaisir inédite à l'émerveillement. Amélie était radieuse. Pour elle, une première si réussie ne pouvait qu'être de bon augure pour la suite de la nuit. Par contre, Enzo, heureux et comblé par cette expérience, n'en redoutait pas moins la seconde. Le réveil les rappela à la réalité, alors que, pelotonnés l'un contre l'autre, parlant à voix basse, ils échafaudaient 1001 projets. Ensemble, ils bondirent du lit, prêts, lorsque Camille frappa à la porte. La mère, perspicace, ne fut pas moins surprise de les voir ensemble dans la chambre d'Enzo que de l'étonnant éclat qu'elle releva dans les yeux de sa fille. Elle se passa de commentaires. Elle avait toujours veillé à laisser une certaine liberté à sa fille en restant proche d'elle et en lui dispensant toutes les informations jugées nécessaires. Elle se sentit même soulagée en se disant que sa fille, son bébé, se construisait dans les meilleures conditions. Elle en éprouvait une certaine reconnaissance à l'égard d'Enzo. En silence, le quatuor prit place dans la petite voiture familiale. Peu de paroles rompirent le calme du voyage. Amélie et Enzo se tenaient la main sur la banquette arrière et échangeaient régulièrement des regards complices. Ils arrivèrent sur le site, s'additionnant à la vingtaine de voitures déjà stationnées. Les consignes, données promptement, chacun déplaça son véhicule et le dissimula à l'écart dans un lieu discret. Enzo n'en croyait pas ses yeux. Il s'attendait à franchir des grillages, des murs, des palissades et pourquoi pas à déjouer des miradors. Or, il s'agissait simplement de franchir un fossé et une haie. Julien lui expliqua que certaines parcelles, effectivement surprotégées, attiraient trop l'attention. Ils s'attachèrent tout de suite à leur mission. Tous les 4, armés de faux, progressaient méthodiquement, chacun traçant son rang. 50 à 60 individus de tous âges et des deux sexes s'escrimaient, juste animés par la même volonté de faire respecter leur droit le plus élémentaire, celui de pouvoir se nourrir sainement, autrement dit, être libre de choisir son alimentation. Or, à ce jour, la population ne disposait plus de cette prérogative. Les produits industriels de grande consommation intégraient ces matières OGM censées sauver l'humanité, soit directement par l'utilisation de céréales, ou par le biais des animaux alimentés par ces mêmes céréales, ou encore par le soja. Ces aspects étaient volontairement dissimulés au grand public par l'absence de mention sur les étiquettes. Le pourcentage toléré dans les produits bio ne cessait de s'accroître. Ces faucheurs, héros modernes travaillant dans l'ombre, risquaient leur liberté et leur argent pour le bien-être de la collectivité. Ils s'attaquaient aux cultivateurs qui, au nom du profit, ne s'embarrassaient même plus de questions de santé ou de la pérennité même de leurs activités. Certaines études arguaient en faveur de l'innocuité de ces particules génétiquement modifiées. Les résultats d'analyse présentant les modifications physiologiques sur des rats étaient minimisés. Pourtant, le doute gagnait les esprits.
Le gouvernement avait insisté plusieurs années sur le caractère expérimental des cultures et suggérait le cloisonnement des parcelles. Cependant, même à titre expérimental, rien ne pouvait empêcher le vent ou les insectes de disséminer le poison. Les fameux gènes sauteurs polluaient ainsi de manière indifférenciée le génome d'autres espèces. Faudrait-il attendre les problèmes de santé, de difformité ou autres cancers inédits pour agir ? Des hommes, des femmes refusaient ce scénario. Aujourd'hui, on leur proposait les OGM et demain, face à l'accroissement de la population, qu'inventerait-on de plus dangereux ? Cupide, l'homme préférait produire en apprenti sorcier plutôt que d'opter pour la modération de sa consommation et la stabilisation de son empreinte sur la terre. Ironie du sort, les paysans précurseurs dans un premier temps, enivrés par ces révolutions technologiques, déchantaient déjà en observant des symptômes de résistance sévère et la progression de leurs coûts de production. En 2 heures, les 2 hectares gisaient sur le sol. S'il était besoin de prouver l'origine du maïs abattu, l'un des faucheurs exhibait son trophée, un pied informe. Soudain, des sirènes hurlèrent, tandis que des gyrophares sortis de nulle part clignotaient autour du champ. Dans la panique générale, des bruits de course, de cavalcade effrénée résonnaient dans l'obscurité. Des spots puissants illuminèrent l'espace, éblouissant les criminels. Enzo se retrouva seul. Le temps de se retourner, il fut violemment plaqué au sol. Le souffle coupé, il s'efforça de se relever, cherchant sa respiration. On le redressa alors brutalement, en immobilisant douloureusement ses bras dans le dos. Il entendit le cliquetis d'une paire de menottes se refermant sur ses poignets, tandis qu'une voix triomphante clamait « Et un autre ici !» Penaud, tête baissée, on le conduisit avec ses quelques compagnons tout aussi malchanceux. Il cherchait en vain Amélie ou ses parents. Il ne reconnut qu'un ou 2 visages croisés avant le fauchage. Quand toute chance d'interpeller un autre faucheur eut disparu, les gendarmes verrouillèrent leur estafette et les 8 coupables. Enzo, soulagé en pensant à ses amis en liberté, n'en était pas moins vexé de son arrestation. Ça lui évoquait un souvenir d'enfance, le jeu de la balle aux prisonniers. Il s'était rendu, la partie continuait sans lui. Seulement cette fois, ce n'était plus un jeu. Assis à la place de voleur, d'assassin, il portait des menottes de délinquant. Son sang se glaça en réalisant qu'il ne se sortirait pas de ce mauvais pas comme ça. Il allait devoir affronter ses parents. La nuit s'acheva au poste de gendarmerie à décliner identité et à répondre de ses actes nocturnes. Il aurait voulu appeler Julien et Camille, peut-être même les faire passer pour ses parents. Mais en tant que mineur, on ne lui accorda aucun appel. Il imagina la scène. À des kilomètres de là, un téléphone retentissait au petit matin, tirant de son sommeil toute la maisonnée. Jean le plus vif a décroché auprès d'une Agathe très inquiète. « Allô, oui ? Gendarmerie nationale, vous êtes Jean Charpentier ? Lui-même. Votre fils, Enzo, vient d'être interpellé pour fauchage de maïs. La garde à vue ne s'applique pas à son cas, étant donné qu'il est mineur et inconnu de nos fichiers. Le procès-verbal a été établi. Vous pouvez venir le chercher dès à présent. À l'avenir, je vous conseille de mieux surveiller votre rejeton. » Jean, livide, écouta le représentant de l'ordre lui exposer les consignes à suivre. Il raccrocha sans mot dire. À son expression, Agathe comprit qu'elle allait essuyer une fureur sans précédent. Elle s'abstint de poser les questions qui lui brûlaient les lèvres et Jean explosa. « Rétablir une certaine complicité, c'est cela que tu prônais, lui faire confiance. Mais bon sang de bon sang, pourquoi t'ai-je écouté ?» hurla-t-il. « Tu veux savoir où il est, ton fils adoré ? Tu veux savoir ce qu'il fait de ses nuits, ton écolo révolutionnaire ? Calme-toi, Enzo, tu vas finir par réveiller Colombine. Alors il est où ? Que se passe-t-il ? Notre fils, entre 2 gendarmes. Rien ne nous sera épargné. » Jean se laissa tomber sur le bord du lit, la tête entre les mains. « Quel gendarme ? Qu'a-t-il fait ?» Il a fauché des plants de maïs. Voilà ce qu'il était parti faire chez sa nouvelle copine, qui devait nous métamorphoser. Je vais te dire qu'il n'est pas près de la revoir, celle-là. Tiens, si ça se trouve, elle n'a même jamais existé. « Oh !» soupira Agathe, visiblement soulagée. « Quoi, oh ?» J'ai eu peur un instant de quelque chose de très grave, un vol de voiture par exemple, ou de la drogue. Il viole la loi, il est chez les gendarmes, ça ne te suffit pas.
Écoute, ça aurait pu être pire, s'emporta à son tour Agathe. Les faucheurs ne sont pas des criminels. Je me demande même si parfois on a raison de les arrêter. Ah, vas-y, prends sa défense, je crois rêver maintenant. Si on en est là aujourd'hui, il n'y a peut-être pas bien loin à aller chercher les responsabilités. Bosser comme une malade et passer tous les caprices de ses enfants, je suis pas sûre que ce soit la meilleure méthode d'éducation. Comment oses-tu ? Nous reprendrons cette conversation plus tard. Je vais chercher notre fils. Volontiers. Et prépare-le à l'idée que les règles de la maison vont changer dès 7 minutes, répondit Jean. Ah, je vais être en pleine forme aujourd'hui. Avec cette présentation hyper délicate que je dois faire, je dois assurer. Tu piges ? Assurer. Si je ne décroche pas ce contrat, on peut compter les jours qui nous restent à vivre ici. Bon, calme-toi, Jean. Essaie de te relaxer. Je m'occupe d'Enzo. Tu es en colère, c'est compréhensible. Maintenant, on va discuter tous ensemble ce qu'on n'a pas fait depuis des années et les choses iront mieux. D'accord ? L'abandonnant dans la chambre, Agathe se hâta d'enfiler une tenue. Elle croisa Colombine dans les couloirs. Pour ses 10 ans, la petite était perspicace. Elle regarda sa mère. « Il a fait quoi, Enzo ? Pourquoi papa écrit comme ça ?»« C'est rien, ma puce, rendors-toi. Enzo a fait une grosse bêtise, c'est pour ça que papa est très fâché, mais maintenant je vais le chercher et ça va aller. »« Je peux venir, maman ?»« Non, petit cœur, tu dois aller te recoucher. Je serai rentrée quand tu te réveilleras, ou sinon tu prépares ton petit déjeuner, tu sais le faire. Et je prends mon portable, alors n'hésite pas à m'appeler. Papa ne part qu'à 8 heures, j'espère être là avant. » Elle raccompagna l'enfant dans son lit, l'aborda, s'agenouilla près d'elle et l'embrassa affectueusement. Attendrie, elle dégagea une mèche sur son front, puis se releva. La petite ne la quittait pas des yeux. Agathe referma la porte, attrapa son sac à main, le livret de famille, son manteau et s'installa au volant de sa voiture. Démarrant tandis que la porte du garage s'ouvrait, elle commanda instantanément l'ouverture du grand portail. Il n'y avait pas une minute à perdre. Entre impatience, stress et inquiétude, elle pilota à vive allure. Dans les brumes matinales du jour qui pointait, son bolide filait. Au poste de gendarmerie, Enzo ne manifesta aucune émotion en la voyant arriver. Elle le regarda froidement, signa les papiers que lui tendait le fonctionnaire, puis l'entraîna avec lui à l'extérieur. En silence, ils montèrent dans la voiture d'Agathe. Cette fois, elle conduisit plus doucement. Les yeux rivés sur l'asphalte, ils n'échangeaient aucune parole. Agathe, la première, rompit le silence si pesant. « Alors, tu as quelque chose à me dire ?»« Rien que tu ne puisses comprendre, soupira-t-il. »« Écoute, Enzo, tu ne vas pas tarder à te rendre compte de l'état dans lequel se trouve ton père. Je te conseille la coopération, la communication pendant qu'il est encore temps. »« Bien, alors voilà. Pour vous, les OGM entrent dans notre alimentation comme une suite logique des choses. Vous admettez sans sourciller d'en consommer. Je suis, pour ma part, convaincue que c'est mauvais. Mauvais pour nos métabolismes, mauvais pour nos cultures en général. En autoriser un peu quelque part, c'est prendre le risque d'en retrouver partout. Je refuse ce risque, alors j'agis. Je détruis ce qui me semble dangereux pour nous tous. » Agathe stoppa la voiture sur le bas-côté. « Enzo, j'ai jamais dit que j'acceptais de consommer des produits contenant des OGM. J'en achète, c'est tout comme. Si j'en achète, c'est à mon insu, mais je ne peux pas déchiffrer toutes les étiquettes alimentaires. Si, tu devrais. En attendant, c'est pour protéger des gens comme toi ou comme Colombine, victime du système, que nous intervenons. Laisse ta sœur hors de cette histoire, s'il te plaît. Si ces produits étaient si néfastes que tu le prétends, tu crois qu'ils resteraient en vente ? Tu crois qu'on vous condamnerait à tort si vous ne portiez pas préjudice à de braves agriculteurs qui font leur boulot de leur mieux ? C'est une évidence, ma chère maman. Malheureusement, je crois que pour que tu le réalises, il faudra des malades, voire des morts. Il faudra que moi ou Colombine soyons atteints. Et là, tu t'indigneras. Mais il sera trop tard. Les enjeux financiers endorment les politiques et les agriculteurs. Moi, je refuse de rentrer dans ce moule. Désolé. Tu es excessif, Enzo. Je comprends pas comment tu en es arrivé là. On n'a rien fait pour. Ça, c'est clair. Ou finalement, si. Vous m'avez dégoûté de votre mode de vie de consommation aveugle. Tu trouves ça normal que près de la moitié des copains souffrent de diabète ou d'obésité ? Ce sont les maladies de ce siècle, on ne peut pas en tirer des généralités, dit Agathe. Sois plutôt content d'être sain. Ah, c'est tellement facile, la fatalité, maman.
Moi, je crois que ta génération devrait revoir ses méthodes alimentaires. Tu t'es fait monter le bourrichon par je ne sais qui, soupira Agathe. D'ailleurs, tu étais où hier soir? Elle existe, ton amie, ou est-ce encore une fantaisie de ton esprit? Enzo rougit et murmura. Oui, bien sûr qu'elle existe, Amélie. Bon, écoute, réfléchis à ce que tu vas dire à ton père, je suis pas sûre qu'il accepte d'entendre ce que j'ai bien voulu écouter. Agathe relança le moteur, ils achevèrent la route en silence. Colombine préparait le petit déjeuner, Jean venait de partir. Ils mangèrent tous les trois en silence, Colombine absorbée par les dessins animés diffusés sur l'écran du bar, Agathe et Enzo absents. Son repas terminé, Enzo débarrassa son bol dans l'évier et quittait la cuisine quand Agathe le rappela. « Enzo, dit-elle doucement, si tu as quelques appels à passer, je crois que c'est le moment. Je doute que tu disposes encore d'un portable ce soir. »« Merci, maman, » murmura le jeune homme, le regard vague. S'isolant dans sa chambre, il regarda l'heure, 8h45. Il appela Amélie. Elle répondit à la première sonnerie. « Enzo !» Sa voix, presque un souffle, manifestait son angoisse. « Oui, c'est moi, tout va bien. »« Oh, j'ai eu tellement peur. Quand ils ont donné l'assaut, tout le monde s'est mis à courir. Et quand je me suis retournée, tu n'étais plus là. Avec mes parents, on s'est cachés, on a attendu et on est revenu te chercher, mais il ne restait plus personne. Alors on est rentré. Oh, on en était malade. Que t'est-il arrivé ?»« En fait, avoua Enzo embarrassé, ils m'ont rattrapé et emmené au poste. »« Non !» Heureusement, comme je suis mineure et que je n'ai pas d'antécédents, ils m'ont relâché après avoir prévenu mes parents. Aïe! Comme tu dis. Mon père est parti à un rendez-vous. J'ai eu le premier coup de semonce par ma mère, mais je crains le pire de mon père. Elle me prépare déjà à l'idée de ne plus avoir de portable. D'ici que je ne puisse plus sortir. Oh non, pas ça, se lamenta Amélie. Peut-être que mes parents pourraient venir s'expliquer avec les tiens. Oula, surtout pas. En plus, tes parents pensent que les miens étaient au courant, je te dis pas le carnage. Les miens seraient capables de faire un procès aux tiens ou encore de les dénoncer. Tu plaisantes ? Pas sûr. N'y pense plus. Oh, je voudrais tellement être près de toi en ce moment. Et moi, donc ? Plus tard, allongé sur son lit, Enzo méditait. Il venait de passer un cap de non-retour. Il était prêt à couper tous les ponts, à demander son émancipation et partir vivre seul quelque part, ou avec Amélie. Non, il était encore trop tôt. Il ne devait pas mêler Amélie à ça. Et surtout, il voulait garder le contact avec Colombine. Il préféra jouer profil bas. Jean rentra en fin d'après-midi, visiblement exténué et soucieux. Agathe l'accueillit chaleureusement. « Alors, mon chéri, comment ça s'est passé ?» Jean eut un pauvre sourire. « Je leur ai fait une bonne présentation, ça, je pourrais pas me le reprocher. J'avais une argumentation béton et j'ai eu réponse à tout. Mais c'est un projet ambitieux et même eux hésitent à s'y aventurer compte tenu de la conjoncture. Il faut pourtant qu'on le décroche, ce contrat. » « Tu as fait de ton mieux, Jean, » le rassura Agathe en l'entourant de ses bras. « Je suis pas sûre que ça suffise au banquier, tu sais. Bon, notre délinquant est rentré ? Il est dans sa chambre. » Jean s'avança dans le couloir. Devant la porte d'Enzo, il frappa et entra dans la foulée. « Tu peux venir au salon, s'il te plaît ?» commanda-t-il d'un ton sans réplique. Colombine, captant la voix de son père, surgit de sa chambre et lui sauta au cou. « Papa, tu es rentré !»« Oui, ma jolie. Je t'avais promis une partie de dame, j'ai pas oublié. J'ai d'abord des choses à dire à Enzo et après je serai à toi. Ça te va ?»« Tu vas encore crier ?» demanda la petite fille ouvrant de grands yeux angoissés. « Non, je vais me contenir, promit le père en souriant. Tu peux venir si tu veux. Après tout, ça concerne tout le monde. » En voyant Colombine entrer dans le salon, Agathe leva un regard désapprobateur que Jean balaya aussitôt. « Oui, Agathe, c'est un vrai conseil de famille, comme tu le souhaitais ce matin. On va parler tous ensemble, comme ça n'est pas arrivé depuis bien longtemps. » Colombine se pelotonna sur l'un des canapés et s'empara de la main de son frère à ses côtés. Les parents s'assirent face à eux. Jean prit la parole. « Enzo, nous pourrions être particulièrement fiers de toi. Tu as des résultats scolaires épatants, tu sais être charmant, mais depuis quelque temps, ton attitude à notre égard est devenue intolérable. On a connu l'indifférence, on en est aujourd'hui au mépris. Ce que tu as fait cette nuit dépasse tout.
Je n'admettrai jamais que tu violes la loi au nom de tes convictions, si honorables soient-elles. En conséquence, tu seras puni, et je te demande à l'avenir de faire des efforts afin de redonner à notre famille un meilleur esprit et une meilleure ambiance au quotidien. » Jean scrutait une réaction d'Enzo. Enfin, ce dernier formula doucement. « On a étudié la Seconde Guerre mondiale ce trimestre. S'il n'y avait pas eu des gens, des résistants, pour se mettre hors la loi du gouvernement de l'époque, pour risquer leur vie et leur liberté, je ne sais pas où nous en serions aujourd'hui. Tu aurais collaboré, papa ? » Un long silence s'ensuivit. Agathe guettait Jean et appréhendait une nouvelle fureur face à cette insolence. Jean se contint et, à la surprise générale, répondit simplement. « Nul ne peut répondre à cette question, Enzo. Avec le recul, nous sommes tous particulièrement sensibles à l'injustice régnant à cette époque, et aujourd'hui il nous apparaît évident de condamner. C'était une question de courage, papa, et de conscience. En tout cas, nous en sommes loin actuellement, et ton propos est démesuré, voire déplacé pour justifier tes actes. »« Pas pour moi, » répondit Enzo. « En 39-45, il s'agissait de la liberté et de la survie de plusieurs peuples. Le combat des OGM est celui de la planète entière, de l'affectation de milliards d'individus à travers le monde, non pas pour une idéologie, mais par intérêt. Enzo, tu déraisonnes. Tes relations, tes lectures, tes recherches sur Internet ont non seulement une mauvaise influence, mais en plus te rendent paranoïaque. Pour commencer, je te supprime ton portable, ton ordinateur, et tu es privé de sortie jusqu'à la fin de l'année scolaire. Ta mère ou moi-même te conduiront et te reprendront au lycée. Tu as bien compris ? » ?»« Parfaitement bien. » Enzo, digne, ne tenta aucune prière, il en savait l'inutilité. Agathe, malheureuse de voir son fils ainsi puni, était soulagée de la façon dont s'était déroulé l'affrontement. Colombine se taisait, se contentant de tenir toujours très fort la main de son frère. Enzo se leva. Sans mot dire, il retourna dans sa chambre et rapporta quelques minutes plus tard son ordinateur et son téléphone portable posés dessus. Il tendit le tout à son père, puis, tournant les talons, il rentra dans sa chambre et ferma la porte. Un silence pesant s'abattit sur Jean, Agathe et Colombine. Jean, fixant Agathe. « Tu penses que j'ai été trop dur ? » ?»« Je ne sais pas, c'est toujours si difficile de punir. Tu vois, Colombine, on ne le fait jamais de gaieté de cœur, mais sanctionner fait partie de l'éducation. Il était quand même allé très loin. Non, je pense que tu as eu raison, Jean. »« Merci, ma chérie. Et pardonne mes paroles de ce matin, elles ont dépassé ma pensée. Il me fallait un bouc émissaire. »« Pourtant, il n'est pas méchant, mon frère, » intervint Colombine tout à coup. « Mais il n'y a pas que la méchanceté qu'on punisse, ma puce. Le mensonge, la trahison, la violation des lois, par exemple, méritent aussi des sanctions. »« Oui, mais Enzo, il ne cherche qu'à protéger des gens, qu'à nous protéger, nous, » poursuivit farouchement la fillette. « Écoute, petite Colombine, ce débat est un peu complexe pour toi. Effectivement, ton frère est si sûr de lui, alors quand tu l'écoutes, tu ne peux que prendre son parti. Et vous êtes sûr qu'il a tort ?» Jean et Agathe se consultèrent sans répondre. « On pense qu'il est excessif, » finit par dire Jean. « Mais s'il avait raison !»« Rien aujourd'hui ne nous laisse le penser, ma puce. Alors, cesse de t'inquiéter pour lui. Regarde, je pense qu'il a compris et admis sa punition. Il l'a acceptée. » Pourtant, Jean n'en était pas intimement persuadé. Il connaissait l'entêtement de son fils et il avait raison. Dans sa chambre, Enzo bouillonnait de colère et d'une rage froide. Mais il avait réussi. Il s'était contenu. À partir de maintenant, il les laisserait penser qu'il entrait dans le rang, puisqu'ils étaient totalement sourds à des arguments criants. Le lendemain matin, Jean en personne se chargea de conduire Enzo au lycée. La première cloche sonnait au moment où il le déposa. Le temps d'arriver et de s'installer, le cours d'histoire débutait. Amélie le dévorait des yeux, avide de questions. À la pause, Amélie lui rapporta les quelques effets laissés chez ses parents. Elle fut très malheureuse d'apprendre le nouveau régime sous lequel vivait désormais Enzo. Quand aurait-il du temps pour elle ? Il ne leur restait que les récréations, les intercours, le déjeuner. En fin de journée, soit Jean, soit Agathe se postaient là devant le portail.
Il devait subir l'humiliation de voir ses parents venir le chercher devant les copains du lycée et en voiture en prime. Petit à petit, il gagna un peu de souplesse et enfourcha son vélo pour aller en cours, mais ses parents continuaient de contrôler son emploi du temps et ses horaires. L'idylle naissante des tourtereaux n'y survécut pas. Amélie souffrait de son absence, mais elle conservait une vie sociale quand lui vivait une réclusion. Elle s'entoura de nouveaux amis qui petit à petit lui firent oublier ce premier amour compliqué. Enzo s'endurcit de cette nouvelle souffrance infligée par ses parents et se concentra davantage encore sur ses études pour en finir rapidement.